La commune de Soultzbach-les-Bains, en Alsace, située dans le massif vosgien à l'entrée de la vallée de Münster, se démarque par son histoire, celle d'une petite cité médiévale et thermale fondée dans un écrin de verdure. Nichée à l'entrée du vallon du Krebsbach, à l'ouest des massifs du Staufen et de Hollandsberg, elle occupe une place stratégique. À l'interface entre la plaine rhénane, les contreforts viticoles et les Hauts-de-Vosges, dont la crête centrale marque une frontière ancienne avec la Lorraine. Entre les villes de Münster et de Colmar, Soultzbach s'insère dans des enjeux de contrôle de la vallée de la Fecht. Au cours de la période médiévale, c'est essentiellement l'abbaye Saint-Grégoire de Münster, établie dès le 7e siècle, qui exerce son autorité sur le secteur. 600 ans plus tard, les rapports de domination évoluent. La ville de Münster devient ville impériale en 1235, et la communauté d'habitants dite du Val Saint-Grégoire parvient à s'émanciper de l'autorité abbatiale en amont de la vallée. Dans le même temps, un jeu politique complexe s'impose pour le contrôle de la vallée basse. Les châteaux qui coiffent les sommets de la vallée témoignent de ce dense maillage territorial dans lequel s'insère l'histoire de Soultzbach. On peut ainsi mentionner pour le XIIIe siècle les châteaux du Pflixburg, du Wassenberg, du Schrankenfels, du Haneck, du Lobeck, du Schwarzenburg, du Staufen, du Schanzel et du Hochstadt. Ils sont érigés par les familles nobles de Ribaupierre, de Giersberg ou encore de Hochstadt. Lorsque ces derniers prennent le contrôle de Soultzbach, ils cherchent à s'imposer au cœur d'un territoire disputé pour fonder ce qui deviendra le plus petit bourg fortifié d'Alsace. En face, les Ribaupierre fortifient le site de Viroval. Le lieu-dit Soultzbach est mentionné pour la première fois en 1211, parmi les biens de l'abbaye de Marbach. Tirant son nom de la présence d'une source d'eau salée ou minérale, il s'agit alors certainement d'un village dont l'abbaye perçoit des revenus. Le tournant majeur de l'histoire de Soultzbach est à situer à la fin du XIIIe siècle, en 1275. La chronique des Dominicains de Colmar mentionne pour cette date que le bourg est fortifié par son nouveau seigneur, Conrad Werner de Hochstadt. Ce dernier, récompensé par Rodolphe de Habsbourg, a acquis le site en 1250 et souhaite en faire sa résidence seigneuriale. Il érige ainsi Soultzbach au statut de ville, et le château est attesté au plus tard en 1289. La tour-porte, érigée à l'entrée de la ville, dotée d'un pont-levis par Jacques de Hochstadt, est pensée comme une tour maîtresse qui inscrit l'autorité seigneuriale dans le paysage. Les Hochstadt entendent alors développer leur influence dans le massif. En 1285, ils reçoivent par exemple en fief, de la part du duc de Lorraine, Gérardmer et sa région. Ils perçoivent alors notamment des redevances sur l'exploitation pastorale des crêtes vosgiennes voisines. Les monuments conservés aujourd'hui sont les témoins de la riche histoire médiévale de la cité. C'est au XIVe siècle qu'est par exemple érigé le chœur de l'actuelle église Saint-Jean-Baptiste, qui a accueilli les sépultures des sires de Hochstadt. Richement décorée, sa custode ou armoire eucharistique est ajoutée au siècle suivant. Le monument funéraire le plus remarquable est certainement celui de Jacques de Hochstadt et de Marguerite de Ratsamhausen, daté de 1513. Il représente en armure son commanditaire qui avait cherché à dynamiser la ville par la promulgation en 1505 de nouveaux statuts pour les bourgeois face auxquels il a dû faire face à une révolte 6 ans plus tard. Le Bildstock, aujourd'hui situé devant l'église, est l'un des rares conservés en Alsace. Il date également du premier quart du XVIe siècle. Aujourd'hui encore, le blason de la commune porte les armes des sires de Hochstadt. Après l'extinction de ces derniers en 1585, la cité passe aux mains de différentes familles seigneuriales jusqu'aux sires de Schauenburg au début du XVIIe siècle. L'histoire de Soultzbach est également indissociable de son activité thermale. À la veille de la Révolution, on dépeint la cité comme une petite ville d'environ 1000 habitants. Sa plus grande ressource consiste dans l'argent qui répandent les étrangers qui viennent y boire les eaux ferrugineuses et acidules, dont la fontaine existe à 300 toises à midi de la ville sur le chemin de Wasserbourg.
L'activité thermale a en effet été développée à partir du XVIIe siècle par la famille de Schauenburg. Cette période concorde avec un embellissement de la cité, comme en témoigne l'érection de la fontaine de la Grand-Rue, ou encore la chapelle Sainte-Catherine située à proximité. Après la parenthèse de la guerre de 30 ans, et alors que la région passe sous l'autorité de la couronne de France, les Schauenburg reprennent le développement de l'activité thermale et contribuent à son rayonnement. Soulsbach attire alors plusieurs figures d'importance. La plus célèbre étant certainement le voyageur et écrivain vénitien Giacomo Casanova, qui décrit dans ses mémoires son séjour de 1762 et la partie de cartes mémorable qu'il y a jouée. C'est bien cette cité thermale qui est dépeinte au milieu du XVIIe siècle dans les 2 vues produites par Matthäus Merian. On y observe par exemple la promenade aménagée jusqu'à la source ou encore l'ancien château des Hallstatt qui a été transformé en maison de cure. Les eaux acidules de Soulsbach, qu'elles soient bues jusqu'à 6 litres par jour ou prodiguées sous la forme de bains, sont alors reconnues pour leurs vertus désaltérantes, apéritives, purifiantes et capables de calmer les inflammations. En 1842, l'entrepreneur Gonzenbach rachète la source et souhaite offrir un renouveau au lieu qui était sur le déclin. À la suite de l'incendie qui touche le village en 1844, il entreprend la construction d'un bâtiment pour accueillir curistes et baigneurs. La population de Soulsbach connaît à cette époque un pic avec plus de 1000 habitants, comme en témoignent les agrandissements successifs de l'église en 1832 et de son clocher en 1898. Toutefois, la Première Guerre mondiale marque un coup d'arrêt. Allemands depuis la guerre de 1870, proches du front dès 1914, les Soulsbachois subissent durement la Grande Guerre. Bombardements et pénuries font partie du quotidien des habitants. Lourdement touchés par le conflit, un sursaut d'espoir renaît au village dans les années 1920 avec la fondation de la briqueterie Sturm. Cette dernière profite de l'effort de reconstruction pour se développer. Dans le même temps, la source Gonzenbach, reconnue comme eau de table, est rachetée par la société Carola. Soulsbach ne faisant pas exception, le second conflit mondial finit par s'abattre sur la commune et la commune repasse sous le joug allemand dès 1940. Les stigmates laissés par cette guerre sont moins matériels que sociaux. En plus de l'endoctrinement mis en place par les nazis, 34 Soulsbachois sont incorporés de force dans la Wehrmacht. 16 ne reviendront jamais. En 1943, la Syrie est détruite par un incendie, probablement du fait de résistants. Elle est finalement rachetée en 1967 avant de fermer en 1985. La source, de son côté, a subi les effets du temps. Les travaux nécessaires sont jugés trop coûteux par les investisseurs qui préfèrent fermer définitivement les lieux en 1993. Au cours des siècles et au gré des événements, les Soulsbachois ont néanmoins su conserver vivantes leur lot de traditions profanes. Tous les ans, à la Pentecôte, le Pfingstafletri réunissait les enfants du village. Tous se rendaient dans la forêt, dans le plus grand des secrets, construisaient un brancard feuillu qui, après une longue procession dans le village, était précipité dans la rivière pour symboliser la fin de l'hiver. En été, le feu de la Saint-Jean embrase la colline du Reberg. Les Mélissas, âgées de 16 à 18 ans, construisent 2 bûchers, tandis que les filles du même âge confectionnent leurs chapeaux. À la nuit tombée, les bûchers sont allumés et, à tour de rôle, les Mélissas, munis de leurs chapeaux ornés de roses rouges, s'élancent à travers les flammes. Aujourd'hui, curistes et baigneurs ont quitté le paysage soulsbachois et les traditions s'estompent peu à peu. Mais le visiteur trouvera toujours à Soulsbach ce qu'Antoine Campeau était venu chercher en 1862, un lieu hors du temps qui reste à découvrir.